À quelques mètres de la sortie du métro Chevaleret, dans le 13e arrondissement de Paris, se trouve le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Pitié-Salpêtrière. Ce dernier constitue le plus important site hospitalo-universitaire de la discipline en France depuis les années 20, avec une 60aine de lits d'hospitalisation temps plein, près de 40 places en hôpital de jour, une école conventionnée par l'Éducation nationale et même une unité de recherche en robotique éducative. Le professeur David Cohen en est le chef de service. Alors moi je m'occupe de tout ça, c'est quand même un bien grand mot dire que je m'en occupe. Disons que je dirige une équipe qui est pluridisciplinaire, avec des personnes extrêmement engagées, très fidèles au service public, des médecins, des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales. Autant de spécialités qui permettent des prises en charge spécifiques des différents troubles que peuvent rencontrer les jeunes patients. De la schizophrénie à l'autisme, sans oublier les troubles du langage et des apprentissages, activité centrale du service qui touche près de 600 000 enfants et adolescents en France. C'est ici que Léonie, 11 ans, a été prise en charge au printemps 2022. L'assistance publique Hôpitaux de Paris présente Dans la seringue. Au cœur de la santé, avec les femmes et les hommes qui font la PHP. Une collection de podcasts qui permet de mieux connaître les maladies et leur prise en charge. Épisode 5. Réapprendre à apprendre à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à PHP. Alors Léonie, petite, elle cherchait toujours en fait à être seule. Le regard était distant. Elle nous demandait souvent de ne pas parler si fort. Enfin, on sentait que le bruit la dérangeait énormément en fait. Quand elle a commencé à aller à l'école, on a eu des réflexions de la part des instituteurs qui nous disaient qu'elle avait énormément de mal à s'intégrer. Léonie rentrait en pleurs. C'était des crises en fait qu'elle nous faisait. L'expérience montre que souvent les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, ça n'est pas pour ces raisons-là qu'on les envoie en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est pour les conséquences qui peuvent être une dépression, un refus scolaire, des troubles du comportement à l'école parce que l'enfant voit qu'il n'arrive pas comme les autres. Et donc nous, notre boulot, c'est aussi, devant un enfant qui a des manifestations, on va dire, non spécifiques, repérer ceux qui relèvent d'une problématique première de type trouble des apprentissages. Et la dernière année de maternelle, Léonie a commencé à avoir des bleus et en la questionnant, au départ, elle me disait qu'elle tombait. Et en creusant un peu plus, j'ai réussi en fait à savoir qu'elle était frappée à l'école. Et donc quand on s'en est aperçu, Léonie m'a dit « Mais maman, c'est normal, entre amis, on se faisait ça ». Puis il y a eu une phobie scolaire qui s'est installée. Au cours du développement, il y a deux grands types d'apprentissage. Il y a les apprentissages que l'on fait spontanément, par interaction avec son environnement. Et il y a les apprentissages que l'on va faire parce qu'on est scolarisé et qu'on nous demande d'apprendre des choses spécifiques. Une dyslexie, ça ne peut pas se diagnostiquer à 3 ans, puisqu'on n'a pas encore fait l'apprentissage de la lecture. Par contre, une dysphasie, c'est-à-dire un trouble du langage oral, ça peut se diagnostiquer chez le tout petit dans certaines formes sévères. Et d'ailleurs, il faut les diagnostiquer le plus tôt possible parce que les prises en charge marchent d'autant mieux qu'elles sont faites de manière précoce et intensive. Pour Léonie, dont la famille vit dans un désert médical en Normandie, le diagnostic a malheureusement tardé. Elle a 9 ans quand sa famille décide de déménager à Paris pour enfin obtenir un rendez-vous avec une pédopsychiatre dans le CMP, Centre médico-psychologique. Il en ressort que Léonie souffre d'une forme d'autisme. On lui fait également passer une série de tests dont les résultats révèlent des troubles des apprentissages. Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie sévère, dyspraxie sévère. Voilà. On nous a fait le diagnostic il y a à peu près 1 an de ça. Quand on parle de trouble 10, c'est 10 DYS. Hein.
La plupart des troubles des apprentissages peuvent avoir un dys qui leur est associé. Dysphasie pour langage oral, dyspraxie pour coordination motrice, dyslexie pour troubles du langage écrit et de la lecture, dysgraphie pour troubles de l'écriture, dyscalculie pour les problématiques de mathématiques. Les troubles dys, c'est aussi bien une maladie développementale qu'un handicap. En fait, la définition du handicap, c'est les conséquences des maladies. Et vous avez toutes les gradients de sévérité. Alors, dans un service comme le mien, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir des cas sévères et surtout des cas avec plusieurs problématiques en même temps. C'est peut-être même un peu notre spécialité, ce qu'on appelle les multidys, c'est-à-dire que souvent quand un enfant a des difficultés simples, il n'a pas besoin de venir à l'hôpital pour venir consulter le service du professeur machin. Une consultation de ville un peu spécialisée suffit et souvent rend de grands services. Elle a fait une dépression assez sévère. Elle pensait, elle avait quelques idées noires, dues justement à tous ces problèmes. Et puis, à plusieurs reprises, on s'est aperçu de marques qui apparaissaient sur son corps. On a enlevé tous ces ciseaux dans sa chambre parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, elle se faisait du mal avec ça. C'est là-dessus que la pédopsie qui l'a suivie au CMP nous a dit, bon, bah là, écoutez, je fais le maximum pour qu'elle soit vue en pédopsie. C'est comme ça qu'elle est arrivée à la pitié salpêtrière. Moi, je m'appelle Isabelle Babilaire, je suis la secrétaire de David Cohen. Et vous connaissez tout le service par cœur? Oh, bah un peu, oui, quand même, ça fait pas mal de temps que je suis là. Ça fait combien de temps? Ça fait 16 ans, je crois, que je travaille avec lui. Le service est assez étendu. Ouais, faut pas se perdre. Avec beaucoup de couloirs. Il faut quelques jours pour se repérer. Dans l'immense majorité des cas, on essaye d'organiser les soins avec des rééducations en ville, près de la maison, dans la proximité des familles. Après, dans un certain nombre de cas, par exemple en rupture scolaire totale, il nous arrive parfois de proposer des hospitalisations de jour. Par contre, si on a des difficultés d'apprentissage et qu'en plus on a envie de mourir ou on a fait une tentative de suicide, là on peut s'interroger sur la nécessité d'une hospitalisation temps plein. L'hospitalisation, il y a au premier et au deuxième. Alors là, on est devant les ascenseurs. Il y a plusieurs unités, c'est ça? Esquirol, adolescents, Il y a unité? 4 unités d'hospitalisation temps plein pour les enfants et les adolescents, suivant l'âge. Alors, en règle générale, les durées moyennes d'hospitalisation, elles sont entre 1 mois et 3 mois. Léonie est consciente de son état et elle le vit mal en fait. Je pense qu'elle a compris que nous, à notre niveau, on ne pouvait plus faire grand-chose en fait. Mais en tant que parents, à admettre, on a eu du mal à l'encaisser. Bonjour. Je suis Madame Samouri. Donc, je crois que c'est moi qui vous venez voir. Ouais. Je crois que la grande salle est disponible. Je vais vous le montrer si ça vous convient. Ouais. Ingrid Zamouri, psychomotricienne. Oui. De la pâtisserie. Donc ça sent bon. Donc là c'est mon unité, bonjour. Voilà nos cuisiniers du jour. Voilà. Xavier, vous allez vous asseoir. Non, il l'a pas fait. Donc là c'est l'unité psychopédagogique dans laquelle j'interviens. Voilà. Bonjour les enfants. Et vous faites quoi là? On prend le goûter. Ils attendent, ça va être l'heure du goûter bientôt. On va passer sur la télé ou quoi? Est-ce que vous voyez une caméra dans mon micro? Non. Lou, tu vas te laver les mains? Mallory, l'éducatrice. Bonjour, enchantée. Voilà. Les connaissez tous, Ah bah ce sont tous mes petits patients. Vous allez te laver les mains? Tu peux aller à table alors. Le suivi était très bien. Enfin, nous, les parents, on n'est pas tenus à l'écart. Une fois par semaine, on a un entretien avec la pédopsie. On a même rencontré l'instituteur de l'hôpital. Tout ce que faisait Léonie, les progrès qu'il remarquait, les crises qu'il y avait pendant l'hospitalisation, on nous disait tout en fait. J'avais le sentiment en tout cas qu'on ne nous cachait rien. C'est votre salle ici, vous travaillez? Alors ça c'est le département de psychomotricité, donc on a plusieurs salles qu'on se partage, on est 6 collègues. Alors la psychomotricité c'est une profession paramédicale
On a une activité d'expertise, c'est-à-dire de bilan psychomoteur, où on va évaluer le développement psychomoteur de l'enfant, les différentes fonctions psychomotrices. Et puis ensuite, on a une activité de rééducation, où on va travailler pour améliorer les fonctions défaillantes. Le marquage au sol, c'est un marquage qui nous sert pour réaliser les bilans psychomoteurs aussi. C'est calibré, les distances sont fixes. C'est comme une marelle, mais pas vraiment. Oui, voilà. On demande à l'enfant de faire des sauts d'une certaine façon dedans. Ça, ce sont des distances pour faire les lancers de balles contre le mur. Tout le matériel qui est là n'est pas utilisé comme un jouet, mais la fonction est détournée en vue d'une rééducation, d'une fonction altérée, quoi. Notamment dans le cas des troubles 10, quelle approche vous pouvez proposer aux enfants? Qu'est-ce que vous leur faites faire? Pour les troubles 10 qui concernent la psychomotricité, c'est essentiellement la dyspraxie, donc l'altération du geste volontaire. Une demande qu'on a beaucoup, en tout cas au sein de mes patients, c'est par exemple la rééducation du graphisme, puisque le geste qui est mal automatisé va altérer le graphisme. Alors, on a différentes méthodes, des méthodes vraiment traditionnelles où on va faire des rééducations papier-crayon qui ont fait leurs preuves et qui marchent bien. La difficulté, c'est que les enfants qui ont des troubles de l'écriture ont en général connu des situations d'échec scolaire assez massives. Et donc, il y a quelquefois un blocage vraiment qui se fait face à l'écriture et au graphisme en général. Et donc, moi, j'utilise dans ces cas-là ce qu'on appelle un petit peu les nouvelles technologies qui sont plus si nouvelles que ça. Voilà, donc je travaille avec des tablettes numériques, avec des robots. De manière générale, moi je crois beaucoup à l'apport des nouvelles technologies dans la psychopathologie. Grâce à des études sur l'écriture en ingénierie, on a découvert qu'un enfant, pour écrire vite et bien, a besoin de maîtriser non seulement le geste écrit, mais aussi la pression, l'angle d'attaque du stylo, etc. Et donc en fait, on a construit un jeu où on tient compte de ces paramètres qu'on peut mesurer avec un stylet sur une tablette. Vous avez une tablette là, ici? Donc, je peux la voir? La tablette, en général, c'est associé au loisir. Donc l'enfant a vraiment l'impression de ne pas être du tout dans une situation de rééducation, mais d'être dans un jeu. Et chaque jeu sérieux va travailler un trait spécifique de l'écriture. Le but, c'est de le réconcilier avec la trace. Et une fois qu'il a suffisamment pris confiance en ce qu'il est capable de faire, alors on peut ensuite repasser sur le papier. Et ici, on a du réseau. Donc ici, normalement, ça doit marcher. Donc la première fois qu'on utilise ce logiciel avec les enfants, on demande une analyse et le logiciel va donc faire une analyse de cette première écriture de l'enfant et va ensuite lui proposer des activités en fonction de l'analyse qu'il aura faite de son écriture. Alors, poursuite, sous-marin, apprenti, hélicoptère, chimiste, zoo, drapeau, archéologue. Et alors, par exemple, on repère ceux qui ont des étoiles, c'est ceux qui sont conseillés par rapport aux erreurs d'écriture. Donc vous me conseillez poursuite. Alors on me conseille la poursuite par exemple. Donc ça c'est un jeu de trajet. Voilà, où il va falloir rester dans des lignes et être le plus précis possible. Si je sors, voilà, il y a un bruit qui me dit que je ne suis pas dans le bon chemin. Voilà. Si je touche un obstacle, il y a un son particulier. Quand je gagne quelque chose, il y a un son particulier. Les enfants ont besoin de feedback justement pour avoir une estimation de la précision de leur action en temps réel. Voilà, j'ai un nombre de points. Vous avez eu 38 points. Exactement, en fonction de ma performance. Et puis, les niveaux vont en augmentant de difficulté au fur et à mesure. Il y a beaucoup de niveaux. D'accord. Voilà. Et le robot, il est où ? Alors, le robot, il est à côté. Alors là, c'est notre salle expérimentale. Des petites chaises et une caméra. Ah, et un robot qui ressemble à un petit bonhomme. Alors, ce robot s'appelle Cutie. Les parents et les familles, ils sont très appétents aux nouvelles technologies. Alors, l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple d'un enfant qui était en refus total d'écriture. Et puis, on était en train de développer ce projet avec un robot. On s'est dit, pourquoi on n'utiliserait pas ce qu'on appelle l'effet protégé,
qui est un effet pédagogique qui dit que quand quelqu'un a des difficultés pour apprendre, parfois en le mettant en situation de professeur de quelqu'un plutôt que d'élève, il va finalement développer des aptitudes et lever des réticences qu'il ne ferait pas autrement. Et bien on a fait ça avec le robot. C'est-à-dire on a dit à l'enfant, tu vas apprendre à écrire au robot. Donc en fait, l'enfant corrigeait le robot, mais en fait en corrigeant le robot, il se corrigeait lui-même. Et finalement, le système a duré une petite année, et il a progressé de manière tout à fait importante sur cette année, au point qu'on a pu assez rapidement réorganiser son retour à l'école. Et donc il parle ce robot ? Oui, il parle. Peux-tu me montrer comment écrire le mot balle ? On utilise la tablette et l'enfant a aussi sa tablette et on apprend au robot à écrire. Alors lui, là, il écrit. Alors par exemple, j'ai remarqué qu'il a formé son A à l'envers. Je suis trop content de t'avoir comme enseignant. Apprends-moi ce mot s'il te plaît. Voilà, et donc là, je vais lui montrer, en faisant attention de bien former les lettres dans le bon sens. Et au fur et à mesure, le robot va s'améliorer. Merci, je vais essayer de faire comme toi. Et puis moi, j'ai une tablette de contrôle où je vais pouvoir lui faire dire certaines phrases, lui faire faire certains mouvements et lui donner certaines expressions au niveau de son écran facial. Grâce à toi, je sais maintenant comment écrire ce mot. À la sortie de l'hôpital, elle arrivait beaucoup plus à gérer ses crises d'angoisse par le souffle, enfin différentes techniques. Et la communication aussi. Elle communique un peu plus avec nous. Quel adulte on peut devenir en ayant ces troubles 10 quand on est enfant ou ces troubles d'apprentissage ? On ne peut pas parler de guérison parce que les troubles 10, ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui sont là à vie. Donc on peut les améliorer. Après, il faut se mettre d'accord sur le degré d'amélioration qu'on souhaite atteindre. Voilà. Mais le trouble est toujours là. Mais par contre, il y a une grande satisfaction à, malgré tout, voir les enfants progresser et surtout voir les enfants et leurs parents s'épanouir malgré les difficultés. J'ai des enfants qui reviennent nous voir une fois qu'ils sont sortis d'hospitalisation. Ben voilà, ils sont grands, ils ont passé leur bac, ils ont fait de belles études. Et bon, il y a quand même beaucoup de patients qui sont passés par ici et qui ont eu une belle évolution et qui sont très bien maintenant dans leur vie d'adulte. Notre espoir, c'est que notre fille soit heureuse, tout simplement, qu'elle s'épanouisse dans ce qu'elle va entreprendre plus tard. Même si le début est compliqué, et qu'elle soit prise en charge correctement et que ça fonctionne pour elle. Qu'on lui donne les moyens, en fait, qu'on lui donne les moyens de réussir. Si certains enfants peuvent mettre plus de temps que d'autres à s'exprimer, à lire, à écrire, les retards sont alors transitoires, d'autres, comme Léonie, présentent des difficultés persistantes. La prise en charge de ces troubles peut alors relever du parcours du combattant pour certaines familles. Rappelons ici les étapes de cette prise en charge spécifique d'après la Fédération française des 10, ffdys.com. En cas de doute, l'enfant devra consulter un professionnel pour effectuer un premier dépistage, un médecin scolaire, un pédiatre, un médecin de la PMI, la protection maternelle et infantile. Si le trouble se confirme, ce médecin pourra prescrire un bilan pluridisciplinaire dans un centre référent auprès notamment d'un orthophoniste, d'un psychomotricien ou d'un neurologue afin d'établir un diagnostic fiable. Car alors, une fois le diagnostic posé, l'enfant pourra se sentir reconnu dans ses difficultés et déculpabilisé. Et grâce à une prise en charge adaptée, il aura les moyens de réussir et de faire de ces troubles non pas des difficultés, mais des particularités, qui d'ailleurs ne l'empêcheront pas d'avoir un parcours d'excellence, comme ce fut le cas d'Einstein par exemple, qui était dyslexique. Dans cet épisode, vous venez d'entendre Nathalie, la mère de Léonie, le professeur David Cohen, la psychomotricienne Ingrid Zamouri et Isabelle Moreau-Babilaire,
assistante médico-administrative. Merci à elle, à eux, aux enfants présents et au reste du personnel de nous avoir accordé de leur temps, notamment à Charline Grossard, orthophoniste. Dans la seringue, une collection de podcasts originaux réalisés dans les hôpitaux de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est une production du studio Ose Masterclass. Le reportage est signé Léa Minot, à la réalisation Juliette Medevielle. Pour en savoir plus sur l'AP-HP, retrouvez-nous sur aphp.fr.